Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Permettez-moi d'accueillir notre invitée de ce soir, Jyoti Brar. Jyoti est dirigeante du Parti communiste de Grande-Bretagne, marxiste-léniniste, autrice et critique majeure de l'impérialisme occidental. Jyoti, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Merci beaucoup, Jyoti. Je voulais commencer par le conflit actuel. Pourriez-vous partager votre perception de la situation entre l'Iran, Israël et les États-Unis? Je pense que la première et la plus importante chose à dire à propos de cette guerre, c'est qu'il s'agissait d'un acte d'agression illégal et injuste. Selon le droit international, c'est le crime le plus grave contre l'humanité. Ce fait est passé sous silence et complètement ignoré par la plupart des médias occidentaux et certainement par la majorité des responsables politiques occidentaux. Mais il est reconnu en droit international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis les tribunaux de Nuremberg, en réalité. C'est donc la première chose à affirmer. Même du point de vue du droit international, cette agression est totalement illégale et injuste. Lancer une guerre illégale et agressive constitue le crime le plus grave contre l'humanité. Lancer une guerre d'agression contient en elle tous les autres crimes contre l'humanité que nous observons. Les attaques contre les civils, contre la presse, contre les infrastructures civiles, contre les travailleurs de la santé, contre les hôpitaux et les écoles. Tous ces actes sont des crimes contre l'humanité, mais ils sont englobés dans le plus grand crime contre l'humanité qui est le déclenchement d'une guerre d'agression. C'est donc, je pense, le premier point qu'il faut vraiment comprendre lorsque nous parlons de géopolitique. Parfois, les gens se perdent tellement dans les détails de qui cherche à obtenir, quoi qu'ils en oublient, de se demander par quels moyens ils essayent d'y parvenir. Maintenant, d'un point de vue socialiste, d'un point de vue progressiste, vous savez, nous ne sommes pas des pacifistes. Nous ne disons pas que toute violence est mauvaise. Bien sûr, en tant qu'êtres humains, nous ressentons que toute violence est terrible. Mais nous savons que l'impérialisme est un système de violence organisée, n'est-ce pas? Donc, nous ne pouvons pas être pacifistes face à la violence de ce système. Il existe certains types de guerres que les progressistes, socialistes, communistes soutiendront. Les guerres du prolétariat pour sa libération de la bourgeoisie, les guerres révolutionnaires. Nous les soutenons, les guerres de libération des colonies contre les colonisateurs, contre l'impérialisme, nous les soutenons aussi. Les guerres d'autodéfense, lorsqu'un pays est attaqué par une puissance impérialiste et prédatrice, comme nous le voyons avec l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran mène en réalité une sorte de double guerre. Il a fait preuve d'une patience incroyable face à une guerre hybride et à multiples fronts menés par les impérialistes et leurs alliés locaux, sionistes et du Golfe, et ce depuis sa création en réalité. Mais il sait, depuis la Révolution, et certainement depuis la guerre Iran-Irak, qui fut en substance une guerre par procuration menée contre l'Iran par l'Occident, qu'on ne le laissera pas tranquille. Et il s'y prépare, tout en envoyant sans cesse des signaux. Regardez, nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas être attaqués. Nous voulons simplement qu'on nous laisse tranquilles, être souverains. Le problème, c'est que les impérialistes ne peuvent pas accepter un Iran souverain au cœur du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Ils ne permettront donc pas à l'Iran de se développer pacifiquement, de manière souveraine. L'Iran s'y est donc préparé, et maintenant que cette guerre a finalement éclaté, l'Iran avait depuis longtemps envoyé des signaux avant son déclenchement. Si vous faites cela, toutes ces choses vous arriveront. Et d'ailleurs,
toutes vos infrastructures, ce qui inclut non seulement l'infrastructure de la colonie de peuplement sioniste, mais aussi les bases et appareils militaires et de renseignement à travers le Moyen-Orient, seront des cibles. Et soit dit en passant, nous arrêterons vos exportations de pétrole depuis notre région, ce qui a évidemment un impact énorme sur le calcul économique occidental. Cela avait donc été clairement annoncé à l'avance. Nous voyons maintenant que l'Iran mène une guerre défensive tout à fait juste pour se protéger. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, une guerre de libération pour l'ensemble de la région. Il en est venu à se dire que, tout comme la colonie sioniste est, comme l'appelle mon camarade, la pointe de la lance des impérialistes au Moyen-Orient, l'Iran est devenu la pointe de la lance des forces de résistance dans la région. Elles sont nombreuses et très diverses. Certaines sont socialistes, d'autres religieuses, certaines sunnites, d'autres chiites lorsqu'elles sont religieuses, et certaines sont des personnes laïques de différents horizons. Il existe de nombreuses forces de résistance au Moyen-Orient, mais l'Iran en est venu à être perçu comme la force directrice de l'ensemble du mouvement, le soutien le plus ferme de toutes les diverses résistances, surtout depuis la chute, bien sûr, de la Syrie il y a quelque temps. Ainsi, l'Iran est désormais soutenu et appuyé par des mouvements de résistance à travers la région. Ce ne sont pas ses proxys, ce sont des alliés, bien sûr, car ils combattent dans la même direction. Et cela est très clair. Ce pourquoi ils se battent en réalité, c'est la libération de toute la région de la domination de l'impérialisme américain. Je pense que ce processus a véritablement commencé avec le lancement du mouvement de résistance palestinien le 7 octobre. L'opération Déluge d'Al-Aqsa a marqué le début de ce mouvement visant à expulser enfin les sionistes et les occupants impérialistes du Moyen-Orient. Mais je pense que nous voyons maintenant ce processus passer à une toute nouvelle vitesse. Oui, puisque vous avez centré cette conversation sur l'Empire et l'impérialisme, je voulais que vous parliez un peu plus des récits médiatiques, car nous avons vu toutes sortes de propagande. Je veux dire, c'est difficile à croire, mais Donald Trump lui-même a déclaré que nous allions punir l'Iran pour avoir déclenché cette guerre. Voilà donc le récit occidental, ou dominant, que l'Iran a commencé la guerre, qu'il était sur le point d'en déclencher une. En réalité, Pete Hicks a dit qu'Israël allait attaquer l'Iran. Donc l'Iran nous aurait attaqués, et nous les avons attaqués, ce qui revient à justifier l'action. Les mêmes médias ont soit omis de reconnaître, soit nié l'importance de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Ils se lamentaient sur le fait que la Russie avait déclenché cette guerre tout en brouillant ou en passant sous silence l'agression de l'OTAN aux frontières de la Russie. Donc, si vous pouviez en dire un peu plus sur votre perception de ces deux récits et sur la manière dont ils ont été inversés. Dire que tout a été renversé est un euphémisme, n'est-ce pas? Vous savez, quand on veut parler de qui a commencé la guerre, il faut vraiment remonter jusqu'à la Première Guerre mondiale, à savoir qui a réoccupé le Moyen-Orient après la défaite de l'Empire ottoman. Bien sûr, ce furent l'impérialisme britannique et français. La Grande-Bretagne est le principal architecte de la géographie actuelle du Moyen-Orient, mais c'est une géographie entièrement artificielle et fausse. Avant d'aborder cette question des récits, je veux vous soumettre une statistique que je trouve vraiment importante. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de pétrole au Moyen-Orient et nous savons tous que le pétrole est essentiel à l'impérialisme. Mais parfois, lorsque nous voyons une liste des 10 plus grands producteurs de pétrole ou des pays possédant les 10 plus grandes réserves, cela ne montre pas vraiment toute l'importance du Moyen-Orient. La région a été découpée en morceaux et le pétrole a été séparé des centres de population et divisé en petites parts afin que les Britanniques, et maintenant les Britanniques et les Américains,
puissent gérer cette richesse et s'assurer qu'elle continue de leur parvenir. Exactement. Eh bien, si nous fusionnons réellement les territoires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, que les impérialistes considèrent essentiellement comme un seul ensemble, mais qu'ils ont divisés en plusieurs parties, habités par les peuples persans ou iraniens et les nations arabophones, les peuples arabes, nous constatons qu'à l'heure actuelle, cette région produit 35% de la production pétrolière mondiale quotidienne. Elle détient 58% des réserves mondiales prouvées de pétrole. 58%. Tout reste pas sinistre. Vous savez, le suivant sur la liste est très loin derrière, comme vous pouvez l'imaginer. 58% des réserves mondiales prouvées de pétrole se trouvent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, si l'on considère la région comme un tout. C'est pourquoi Israël est si important pour les impérialistes. C'est la raison même pour laquelle ils l'ont établi à l'origine. Lorsque le gouverneur britannique chargé du mandat de la Palestine, Ronald Storrs, parlait de la création d'Israël à cette époque, ce n'était pas en réaction à l'Holocauste des Juifs d'Europe occidentale et orientale. Cela faisait partie d'un plan continu visant à contrôler le pétrole du Moyen-Orient. Ronald Storrs décrivait comment il envisageait Israël comme une petite Ulster juive loyale, selon ses mots, dans une mer d'arabisme hostile. Ils avaient donc compris, les Arabes voulaient la souveraineté et l'indépendance. Ils veulent gérer leurs propres affaires, ils veulent la libération, ils veulent leur propre développement, ils veulent s'occuper de leurs propres ressources et de leur propre vie. Nous devons contrôler cette région. Les Arabes vont être hostiles à notre contrôle. Nous avons besoin d'une force loyale sur place. C'était tout l'objectif du transfert d'une population de colons. Ils ont utilisé la question de la persécution des Juifs en Europe pour se trouver cette population loyale et ils l'ont implantée en Palestine. Cela leur a été très utile. Ils sont donc les architectes de toute cette situation. Et si l'on veut dire qui a commencé, ils n'ont cessé de le commencer depuis 1918. À ce moment précis, la question de savoir qui a commencé est encore une fois un peu farcesque et ridicule, n'est-ce pas? Quand on entend les déclarations qui sortent de la bouche de Donald Trump et de ses divers ministres. Mais nous devons comprendre le rôle qu'ils jouent. Plus l'impérialisme est en déclin et en décomposition et dans une situation économique désespérée, plus ses dirigeants reflètent cette déchéance et ce déclin. Nous sommes passés d'une forme d'impérialisme américain confiant, d'après la Seconde Guerre mondiale, dirigé par des hommes d'État très sérieux et graves. Et oui, il représentait aussi un régime profondément hypocrite, violent et exploiteur, menant toutes sortes de bains de sang et de coups d'État à travers le monde, mais il faisait semblant du contraire. À bien des égards, le visage que nous voyons aujourd'hui de l'Empire en décomposition est le véritable visage de l'impérialisme. Et c'est une bonne leçon pour que les gens comprennent. Voilà la véritable nature des choses. C'est comme la récente intensification du génocide perpétré par les sionistes en Palestine, en particulier à Gaza. Cet épisode intense dans leur génocide continu du peuple palestinien qui nous a révélé le vrai visage du sionisme d'une manière que beaucoup n'avaient pas comprise auparavant. Mais maintenant, c'est parfaitement clair. Eh bien, nous voyons aussi le vrai visage du sionisme, le vrai visage de l'impérialisme. C'est la même chose. Vous savez, le sionisme n'est pas le premier projet colonial génocidaire de l'impérialisme, et ce n'est pas non plus son premier épisode génocidaire. Donc, la seule chose que les impérialistes possèdent encore, pour revenir à votre question, désolé, la seule chose dans laquelle ils gardent un avantage, c'est la guerre psychologique.
Et la raison n'est pas seulement qu'ils ont mené beaucoup de recherches et accumulé plus d'1 siècle d'expérience dans ce domaine, mais aussi qu'ils détiennent encore un large monopole sur les médias mondiaux. En particulier, bien sûr, ils contrôlent la majeure partie des réseaux sociaux à l'échelle mondiale. Et cela a un impact énorme sur leur capacité à contrôler les récits, à façonner les mentalités, à distraire les gens, à les détourner, à les embrouiller avec des idées contradictoires et fausses, et à emballer leurs crimes en petites formules toutes prêtes. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que malgré toute cette expérience, malgré cette capacité, malgré cette immense machine de contrôle des esprits, leur aptitude à maintenir un récit cohérent est en train de s'effondrer sous nos yeux. Je veux dire littéralement. À quel jour de la guerre en sommes-nous maintenant? Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 6e jour. Et nous avons probablement entendu aujourd'hui plus de 6 justifications sur les raisons pour lesquelles la guerre a été déclenchée, ainsi que plus de 6 explications sur les objectifs de cette guerre. De toute évidence, il y a une direction très chaotique, ou du moins une discussion chaotique, qui se déroule derrière les figures de proue. Vous savez, je ne considère pas vraiment que Donald Trump soit responsable de la politique américaine, ni qu'aucun des représentants officiels des différents ministères le soit. Mais derrière eux, ceux qui ont fait ce calcul, qui continuent de leur dire, c'est l'une des choses dans lesquelles les impérialistes excellent malheureusement, qu'ils n'apprennent pas de leur propre histoire. L'une des raisons, c'est qu'ils ne croient pas vraiment en la capacité ni en la force des masses. Ainsi, les gens auxquels ils sont confrontés, ils les considèrent toujours comme des pions, des dupes, des idiots, des êtres contrôlables, manipulables, et leurs propres concitoyens aussi, n'est-ce pas? Pour eux, les gens ordinaires ne sont pas vraiment des personnes à part entière, ils ne sont pas aussi intelligents qu'eux. Le problème, c'est que depuis la chute de l'Union soviétique, ils se sont presque créés une chambre d'écho au sein de leur propre service de renseignement. Alors, lorsqu'ils font leurs calculs, comme lorsqu'ils ont lancé cette blitzkrieg de sanctions contre la Russie, ils se sont dit « Ce pays n'est qu'un puits de pétrole avec un drapeau, il a un gouvernement impopulaire et il tombera en quelques semaines sous nos sanctions. » Et ils ne se sont toujours pas remis de cette erreur d'appréciation. De toute évidence, à 2 reprises au cours des 8 derniers mois, ils se sont convaincus que le régime iranien est mûr pour être repas. Tout ce qu'il faut, c'est un petit coup de pouce et une opération de 24 heures et nous verrons l'effondrement de l'Iran. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils se disaient à l'époque de la guerre de 12 jours. Les Iraniens ont en réalité fait preuve d'une grande patience, car même s'ils ont rendu aux Israéliens et aux Américains ce qu'on leur avait infligé, ils ne sont pas allés plus loin. Et ils se sont arrêtés lorsque les Israéliens ont supplié pour un cessez-le-feu. Ils ont obtenu leur cessez-le-feu. Mais les Iraniens ont été très clairs à ce moment-là. Si vous recommencez, n'est-ce pas? C'était quoi, au juste? Qu'ont-ils tenté? Ils ont tenté une frappe de décapitation, une révolution de couleur, et ils ont cherché à déstabiliser tout le pays en le bombardant depuis les airs. Et ils pensaient que ces actions réunies entraîneraient l'effondrement de l'Iran. Ce ne fut pas le cas. Et les Iraniens ont dit « Si vous essayez encore une fois, nous ne serons plus sur la défensive. Nous passerons à l'offensive et nous viserons toutes vos structures à travers le Moyen-Orient. » Ils l'ont dit. Ils ont clairement annoncé ce qu'ils allaient faire. Et pourtant, 8 mois plus tard, les États-Unis reviennent avec exactement le même raisonnement. Tout ce qu'il faut faire, c'est, vous savez, déclencher quelques bombes à l'intérieur du pays, activer quelques agents dormants, semer un peu de chaos dans les rues. Le régime est mûr pour tomber. Il est vraiment impopulaire. Vous savez, ils ont, 3 idiots venus d'Afghanistan.
Vous savez, ceux qui ont quitté l'Iran à l'époque du Shah, assis à Washington, sans doute aux côtés de divers autres experts, leur disaient « Tout le monde déteste la direction, tout le monde déteste l'ayatollah. » Ah, et comment cela s'est-il terminé? En assassinant un homme considéré comme le grand-père de la nation, l'un des dirigeants de la Révolution, un héros du peuple, un vieux sage, guide et enseignant, perçu dans toute la région comme un chef de la résistance à l'impérialisme. Vous savez, un énorme effet boomerang. Et pourtant, ils continuent d'utiliser le même type de calcul et de diffuser le même genre de récits à leur population, malgré le fait qu'ils échouent encore et encore. L'une des choses qui m'ont frappé cette fois-ci, c'est à quel point la communication était mauvaise, ou à quel point ils ont été négligents, notamment en ce qui concerne les sondages. Reuters et d'autres affirment que, au maximum, environ 28% des Américains soutiennent cette guerre. Et c'est assez historique, si l'on veut, étant donné que les Américains se sont toujours ralliés derrière le drapeau. Pendant l'Irak, pendant l'Afghanistan, ils ont utilisé tous les moyens possibles. Je veux dire, le New York Times a été mobilisé dès 1991, mais à partir de 98-99, les éditoriaux se sont multipliés, Bret Stephens et d'autres. Je veux dire, ils étaient nombreux, de plus en plus nombreux, à écrire des articles sur les armes de destruction massive, etc. Et beaucoup de gens y ont cru, jusqu'à ce que la résistance commence à révéler ce qu'était réellement l'occupation américaine. Mais cette fois-ci, c'était très différent, et cela en dit long. Le ministre omanais des Affaires étrangères, Mohammad al-Boussaidi, a déclaré que nous étions très, très proches d'une négociation, étant donné que la partie iranienne avait concédé encore plus que lors du JCPOA. Les négociations étaient en cours. Le cycle de Vienne était sur le point de commencer, le 3e cycle. Et puis ils ont attaqué. Je veux dire, ce n'était pas une surprise, compte tenu de ce qu'ils avaient fait auparavant. Mais tout ce que cela a entraîné, c'est que très peu de gens ont cru à ce qu'ils disaient. Absolument. Donc, du côté iranien, ce qui est intéressant, c'est que les impérialistes se sont complètement tiré une balle dans le pied. À travers le JCPOA, ils avaient cultivé, si l'on peut dire, une sorte de section plus comprador de la bourgeoisie en Iran. Des gens plus intéressés par de bonnes relations avec l'Occident, de bonnes affaires, vous voyez, et qui pensaient peut-être qu'il existait pour eux, au moins, une voie vers la prospérité en se contentant de suivre ce que les impérialistes voulaient et en se réintégrant à l'Occident. Cette section est maintenant complètement silencieuse. Il n'y a plus de retour possible. Il n'existe plus de partie de la population, y compris parmi les jeunes, qui, comme le souligne le professeur Morandi, constitue une génération bombardée par les médias impérialistes en farsi, dans lesquels les impérialistes investissent massivement, et qui n'ait pas vécu les crimes de l'impérialisme. Ils ne se souviennent pas du Shah. Ils n'ont pas vécu la révolution, ils n'ont pas vécu la guerre Iran-Irak, ils étaient sur les réseaux sociaux occidentaux. Très bien. Donc leurs têtes sont remplies de mensonges. Certains de ces gens auraient, jusqu'à récemment, cru aux mensonges de l'Occident contre leur propre gouvernement, cru que c'est l'Iran qui cause les problèmes et que l'Occident est le foyer de tout ce qui est bon. Tout ce travail a été détruit, essentiellement par cette deuxième utilisation en 8 mois de négociations pour dissimuler le moment d'une attaque, pour prendre l'Iran par surprise, en l'attaquant agressivement, en le bombardant, en tuant ses dirigeants, ses chefs militaires, ses scientifiques, ses dirigeants politiques et religieux, les tuer alors qu'on est censé observer une trêve, alors qu'on est censé négocier une solution pacifique à des préoccupations apparemment légitimes. Mais ce qui est clair, c'est que ces soi-disant préoccupations légitimes ne sont que des excuses. Ce qu'ils ne sont vraiment pas prêts à accepter, tout comme ils ne l'étaient pas avec la Russie,
c'est l'Iran en tant que nation souveraine et indépendante, maîtresse de ses propres affaires. Voilà l'offense. Rien d'autre. Et tu sais, toute cette histoire d'armes nucléaires est d'une hypocrisie totale. L'Iran a tenu à dire à tout le monde qu'il ferait des concessions sur le programme nucléaire, parce qu'il disait « Eh bien, nous ne voulons pas vraiment d'armes nucléaires, nous n'y croyons pas ». Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens en Iran aujourd'hui, et c'est le cas depuis un certain temps, encore plus maintenant, qui disent « Écoutez, la seule chose qui arrête ces gens, c'est si vous avez une fichue arme nucléaire. » Regardez la Corée du Nord, regardez la Libye, regardez l'Irak, tirez-en les leçons. Ils continueront à venir nous attaquer jusqu'à ce qu'ils aient trop peur de nous pour revenir. Donc encore une fois, s'ils s'inquiètent de la menace qui pèse sur Israël, ce qui est évidemment le cas, Israël est leur porte-avions insubmersible au Moyen-Orient. C'est leur base militaire, leur avant-poste impérial. Ils veulent préserver la capacité d'Israël à dominer toute la région, à empêcher les mouvements de libération nationale de venir en prendre le contrôle. Je pense qu'il est vraiment important de reconnaître qu'il y a un impératif économique derrière tout ce que nous observons. Le système capitaliste mondial traverse la pire crise de son histoire. Il vacille au bord d'un effondrement véritablement catastrophique, et ils sont réellement désespérés. Leur calcul, lorsqu'ils se préparaient à leur guerre contre la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine, était qu'ils allaient faire tomber la Russie et obtenir une grande opération de pillage, comme celle qu'ils ont eue en 1991 lorsqu'ils ont fait tomber l'Union soviétique. Cela ne s'est pas produit. Le besoin d'une telle opération de pillage devient de plus en plus désespéré. L'imminence d'un effondrement financier mondial se rapproche de plus en plus. Nous voyons des avertissements dans toute la presse financière au sujet de krachs boursiers imminents, ainsi que toutes sortes de récits préparés pour expliquer un effondrement du marché au grand public, d'une manière qui lui fasse croire que ce n'est pas à cause du système. Ce n'est pas le capitalisme qui échoue, c'est ceci ou cela, quelque chose l'a provoqué. Tout allait bien, puis un jour quelque chose s'est produit et les marchés se sont effondrés. Ils essaient de préparer ces récits. Je ne sais pas si tu as vu ça, c'est un peu hors sujet, mais l'une des histoires qu'ils ont fait circuler est Donald Trump admet l'existence des extraterrestres et ensuite les marchés s'effondrent. C'était en fait un avertissement de la Banque d'Angleterre, donc ce n'est pas une théorie du complot. La Banque d'Angleterre a littéralement publié un avertissement indiquant que les marchés devaient se préparer à un effondrement, car Donald Trump pourrait être sur le point d'annoncer qu'il existe des extraterrestres. Ils essayent donc de trouver comment l'annoncer aux gens, comment dissimuler l'échec du capitalisme mondial. Ils sont désespérés. Ils ont besoin de cette guerre, même si elle est extrêmement impopulaire, même si aucun des peuples de l'Occident ne veut de guerre. Même si les peuples de l'Occident s'appauvrissent, ils ne se rallient pas à leur drapeau. Je trouve que ton point sur la différence entre l'Irak et l'Iran est vraiment intéressant, car j'y ai beaucoup réfléchi. Tu sais, dans la période précédant la guerre d'Irak, l'invasion de 2003, il y a eu une immense mobilisation populaire contre celle-ci. Partout dans le pays, il existait des sections du mouvement pacifiste actives et dynamiques. Et 2 millions de personnes étaient dans les rues de Londres en février 2003 pour dire « arrêtez cette guerre ». Et comme cette fois-ci, nous avons vu cette montée en puissance des forces, tout comme nous avions vu un déploiement de forces avant l'invasion de l'Irak. Et les gens sont essentiellement passifs, mais ce n'est pas qu'ils s'en moquent. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant à comprendre, car d'une certaine manière, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Ce que nous voyons, c'est une crise massive de légitimité du système.
En 2003, lorsque les gens ont manifesté contre la guerre, ils croyaient vraiment que leurs dirigeants devraient les écouter. Aujourd'hui, les gens ne croient plus que leurs dirigeants vont les écouter. Ils n'ont aucune confiance dans les piliers de l'establishment ou de l'État. Ils ne font pas confiance aux juges, ils ne font pas confiance aux politiciens, ils ne font pas confiance aux médias. Depuis 25 ans, on leur répète sans cesse que ces gens mentent effrontément, n'est-ce pas? Et ils s'y sont tellement habitués à se sentir impuissants, qu'ils en viennent presque à se dire « Eh bien, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, le revers de la médaille, c'est ce sentiment d'impuissance. L'avancée, c'est que les gens reconnaissent que tout le système et tous ses représentants sont fondamentalement illégitimes. Ce qu'ils n'ont pas encore appris, c'est à avoir foi en eux-mêmes et en leur propre pouvoir. Mais encore quelques coups, et ils vont commencer à bouger. Et il y a une immense colère parmi les gens face au comportement de la classe dirigeante, les intérêts qu'elle privilégie, la manière dont la vie des gens ordinaires ne cesse de se dégrader. Ainsi, en 2003, comme vous le faisiez remarquer, il y a eu une longue campagne pour fabriquer le consentement et donner l'impression qu'il existait de véritables motivations pour la guerre, qu'elle était légale, et que toutes les cases avaient été cochées pour prouver « Oh non, voici notre argument juridique ». Et bien sûr, il a été démontré plus tard, ceux qui prêtaient attention pouvaient déjà voir que c'était des mensonges. Mais beaucoup de gens s'y sont laissés prendre parce qu'ils croyaient aux médias et qu'ils croyaient aux politiciens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et les politiciens ont essentiellement cessé de faire semblant que c'est ce qu'ils font. Mais à bien des égards, c'est un grand pas en avant dans la mise à nu du système. Quand le peuple commence à bouger, beaucoup de ses illusions se sont déjà effondrées. Je pense donc qu'il est vraiment important de reconnaître ce changement dans l'humeur du peuple. D'un côté, il ne se mobilise pas massivement contre cette guerre. De l'autre, lorsque les conséquences commenceront à les frapper, ce qui, à mon avis, ne tardera pas sur le plan économique, il y aura un immense réservoir de colère dans la population. Ils méprisent leurs politiciens, leurs médias et tout l'appareil d'État. Venons un peu en Europe, puisque vous avez à juste titre mentionné plus d'un siècle d'histoire impériale dans la région. L'occupation de l'Égypte, la Première Guerre mondiale, la guerre illégale à nouveau en Mésopotamie et dans d'autres parties de la région, les occupations, le partage six-picot de la région, d'une manière très arbitraire, la répression des mouvements nationalistes qui se développaient alors dans le monde entier. La déclaration Balfour. On pourrait continuer encore longtemps. C'est une histoire que les Européens ne connaissent peut-être pas très bien, parce qu'ils ne veulent pas la connaître. Mais c'est là que tout a commencé. Et nous voyons encore aujourd'hui des mentalités similaires. Je veux dire, les 3 pays européens, quelques mois avant les événements actuels, avaient invoqué le rétablissement automatique des sanctions, en disant « Eh bien, Donald Trump est revenu sur le JCPOA, mais il avait bellement raison. » Nous voulons faire la même chose, parce que l'Iran ne respecte pas ses engagements. Mais la réalité est tout autre. Je veux dire, l'Iran a été poussé à ne pas respecter certains de ses engagements à travers des assassinats illégaux, des meurtres ciblés et des menaces. Et maintenant, nous voyons l'Italie, l'Espagne, la France et d'autres envoyer des renforts à Chypre, où se trouvent les bases de Dekelia et d'Akrotiri, les bases britanniques. C'est une base de l'OTAN, un avant-poste de l'OTAN, qui est important pour l'Asie occidentale. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais nous en avons parlé. Nous avons fait une émission complète avec Matt Kennard plus tôt sur l'importance des bases de Dekelia et d'Akrotiri pour l'Asie occidentale. Pourriez-vous nous dire un peu quel est l'état d'esprit des gens dans votre pays à propos de cette guerre, ce que font les élites dirigeantes
Et quelle est la position de l'Europe dans ce conflit? Absolument. Tu sais, tu as raison. Toute la base, le contexte et tous les événements qui ont conduit à cette guerre découlent des actions de l'impérialisme dans la région. Les impérialistes britanniques étaient la plus grande puissance là-bas. Les Français ont également joué un rôle, et ils ont conclu des traités secrets pendant la Première Guerre mondiale sur la manière dont ils allaient se partager le Moyen-Orient après la chute de l'Empire ottoman. Nous connaissons ces traités secrets parce que la Russie y était impliquée et que les bolcheviks, au moment de la Révolution russe, les ont publiés pour nous en informer. Et cela a été un choc pour les habitants de la région, car au même moment, les Britanniques s'étaient mis d'accord avec les Français et les Russes sur la manière dont ils allaient se partager le Moyen-Orient entre trois, tout en disant aux dirigeants arabes « Alliez-vous avec nous contre les Ottomans et nous vous aiderons à obtenir votre liberté. » C'était donc évidemment un choc. Et ce genre de duplicité, le double jeu, l'hypocrisie, est absolument caractéristique du comportement des impérialistes. Car, fondamentalement, ils considèrent que la grande majorité des peuples du monde ne sont pas vraiment des êtres humains, mais leur sont inférieurs. Leur propre code d'honneur ne s'étend pas aux masses du monde, ni aux peuples opprimés, ni à quiconque avec qui ils traitent. Ils concluent des accords, des arrangements parallèles. Vous savez, je crois que c'est Sergueï Lavrov qui a forgé l'expression à propos des impérialistes, disant qu'ils sont incapables d'accord. Et vous savez, c'était un ministre britannique de l'époque victorienne, Lord Palmerston. Il est devenu plus tard Premier ministre, mais je crois qu'il a commencé comme ministre des Affaires étrangères, qui a dit « les Britanniques », et il entendait vraiment par là l'impérialisme, non pas d'amis permanents, seulement des intérêts permanents. Et les gens devraient y prêter attention, car cela reste la philosophie directrice de l'impérialisme à ce jour. Nous avons des intérêts, et c'est sur cela que nous nous concentrons. Donc, quand on regarde la manière dont les impérialistes en Europe et en Grande-Bretagne se sont comportés à ce sujet, nous voyons une fois de plus qu'ils continuent d'agir comme des partenaires subalternes des États-Unis. C'est une situation dans laquelle nous nous trouvons réellement depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'impérialisme européen a été si gravement affaibli qu'il n'était plus capable d'être la puissance impérialiste pleinement indépendante qu'il avait été auparavant, certainement avant la Première Guerre mondiale. En même temps, les États-Unis avaient en réalité besoin de ranimer ces puissances impérialistes défaillantes, car ils ne pouvaient pas être la seule grande puissance capitaliste de la planète. Cela n'allait pas fonctionner. Rappelez-vous, le socialisme était en plein essor. Afin d'endiguer la montée du socialisme, les États-Unis ont déployé beaucoup d'efforts pour raviver des empires et des puissances impérialistes en train de s'effondrer. Et ils l'ont fait dans leur propre intérêt, n'est-ce pas? Ils avaient besoin d'un ordre mondial fondé sur le capitalisme et l'impérialisme capitaliste. Cela ne pouvait pas être la seule puissance, car elle aurait rapidement été encerclée et submergée. Mais ce faisant, elle a créé un ordre dans lequel elle était totalement prééminente, et les autres puissances impérialistes ont commencé à jouer des rôles d'auxiliaires vis-à-vis des États-Unis. Avec les Britanniques, c'était particulièrement le cas parce que, vous savez, auparavant, les Britanniques avaient été la puissance impérialiste mondiale dominante. Au XIXe siècle, c'était la Grande-Bretagne qui dirigeait le monde de la manière dont nous pensons aujourd'hui à l'Empire américain. Partout, omniprésente, présente en tout lieu. À bien des égards, les Britanniques ont appris aux Américains comment s'y prendre. Et ils continuent d'être très impliqués dans tout ce que font les États-Unis. Ils n'ont plus de grandes forces armées indépendantes.
Ils disposent de nombreuses forces spéciales, de nombreux services secrets, de nombreuses unités d'opération psychologique. Ce sont des experts en division et domination, en opérations sales, en sabotage, en guerre, psychologique, en assassinat. Dans presque tous les types d'opérations auxquelles les États-Unis participent, on trouve aussi quelques Britanniques. Certains sont à distance, ce sont des entreprises privées, mais tous sont passés par l'appareil militaire britannique. Ils font tous partie de cette machine. Ce rôle est donc constamment joué par les impérialistes britanniques qui le dissimulent à leur propre population. La classe ouvrière britannique, comme la population en général, ne comprend pas vraiment à quel point l'impérialisme britannique reste impliqué dans de nombreux pays, ni à quel point la Grande-Bretagne est profondément engagée dans tant de guerres qui semblent être celles de l'Amérique. Mais en réalité, on découvre qu'il y a aussi des forces spéciales britanniques sur place, en Colombie, en Somalie, au Somaliland, en Ukraine, dans toutes sortes d'endroits où les Britanniques ne se rendent pas compte que leurs troupes sont présentes. En fait, au Yémen, bien sûr, nous avons découvert, n'est-ce pas, que la guerre qui nous était présentée comme menée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s'avérait en réalité dirigée depuis une salle de commandement entièrement gérée par des officiers britanniques et américains. Et nous voyons ce scénario se répéter partout dans le monde. Je pense qu'il est très important de reconnaître en ce moment, quand on voit, par exemple, le Premier ministre britannique faire des déclarations contradictoires, dire que la Grande-Bretagne ne veut pas vraiment s'impliquer, que ce n'est pas notre guerre, mais ensuite, si les Américains sont impliqués, nous devons les aider parce que ce sont nos alliés, mais nous ne sommes là qu'à titre défensif. Si c'est une guerre d'agression, quel rôle défensif peut-on y jouer? C'est totalement absurde. En réalité, tout cela est une mise en scène destinée à la consommation de la population nationale, parce que la guerre est très impopulaire. Et lorsque les conséquences de la guerre se feront sentir, les gens vont en tenir le gouvernement pour responsable. Ainsi, le gouvernement essaie de présenter un récit qui dit, ou la classe dirigeante essaie de présenter un récit qui dit que nous avons été entraînés là-dedans, que nous ne faisons que graviter en périphérie, que ce n'est pas vraiment nous. Et si l'Iran nous frappe, ce serait totalement injustifié. Eh bien, j'ai bien peur que ce soit absurde. C'est tout à fait justifié. Chypre, comme vous l'avez justement dit, en est un bon exemple. Les Britanniques n'y pensent pas. Pourquoi existe-t-il encore un territoire souverain britannique à Chypre, une île de la Méditerranée orientale? Qu'avons-nous à y faire? La raison, c'est que lorsque les Britanniques ont été contraints de se séparer de la plupart de leurs colonies, ils ont conservé une série d'îles. Et chacune d'entre elles, si vous les examinez, possède une importance géopolitique à l'échelle mondiale. Comme vous le savez, Diego Garcia en fait partie dans l'océan Indien. Il y a l'île au large de l'Argentine, les Malouines, n'est-ce pas? Les îles Falkland, où les Britanniques maintiennent leurs bases militaires et amènent leurs moyens navals, tout comme les Américains, pour les utiliser. Ainsi, les forces aériennes et navales, non seulement du Royaume-Uni, mais aussi des États-Unis, utilisent toutes ces bases. Malheureusement, les Chypriotes n'ont pas réussi à expulser complètement les bases britanniques de leur territoire et ils se retrouvent maintenant pris pour cible. Et pour être honnête, ils auraient dû l'être depuis longtemps, compte tenu de toute la criminalité qui y est organisée. Ils constituent un nœud très important dans le réseau de domination et de contrôle impérialiste du Moyen-Orient. Et il est impossible de considérer cela comme une action défensive lorsque des bombardiers et des avions espions britanniques et américains décollent de là, soit pour bombarder des régions du Moyen-Orient, soit, comme nous l'avons vu pendant le génocide de Gaza,
lorsque des avions de la RAF britannique survolaient Gaza chaque jour et transmettaient en direct des informations aux repéreurs de cibles sionistes afin de faciliter ce génocide au quotidien. Ainsi, l'idée selon laquelle on encourage les Britanniques à croire que ce qui se passe au-delà de nos frontières physiques relève des affaires étrangères et n'a rien à voir avec nous, c'est totalement faux. Car non seulement nous laissons notre classe dirigeante libre de mener les activités les plus criminelles à travers le monde, piller, saccager, attaquer, détruire l'indépendance et la souveraineté des pays, leur capacité d'agir, piller leur système et détruire la vie de tant de pays. Mais c'est précisément là que réside la source de la force et du pouvoir de notre classe dirigeante. Et c'est cette force et ce pouvoir qui leur permettent d'écraser la classe ouvrière chez nous aussi, d'écraser, de corrompre nos dirigeants. Pourquoi la classe ouvrière britannique n'a-t-elle plus un seul bon syndicat combatif? Pourquoi dispose-t-elle d'un mouvement anti-guerre qui ne se mobilise pas contre les guerres? Pas même de manifestations, sans parler d'arrêter réellement quoi que ce soit, n'est-ce pas? La coalition Stop the War n'a arrêté aucune guerre. Elle n'a même pas de programme pour savoir comment en arrêter une. Voilà. Parce que toute la direction de ces organisations de masse a été complètement achetée par une classe dirigeante riche et puissante. Qu'est-ce qui permet à notre classe dirigeante d'être aussi riche et puissante? Nous les laissons libres de piller et de dépouiller le monde entier. Et le butin qu'ils tirent du reste du monde, c'est ce qui leur donne le pouvoir de nous écraser chez nous et d'acheter nos dirigeants. Donc, l'idée que ces choses sont séparées est encore une fois une illusion totale, une illusion, une duperie. Et c'est quelque chose que les travailleurs européens vont devoir comprendre, vous savez, qu'ils mènent le même combat. En ce moment, mon message aux classes ouvrières britanniques et européennes est le suivant. Le peuple iranien se bat en première ligne pour affaiblir votre ennemi de classe. Et vous ne devriez pas seulement les soutenir par des paroles et des drapeaux, mais par des actes. Nous devrions œuvrer à affaiblir ce même ennemi sur le front intérieur et ne pas laisser le peuple iranien encaisser tous les coups à notre place. En effet, et la conscience de classe au cœur de l'Empire est très très importante pour comprendre cette dynamique. Joti, si nous pouvions conclure en discutant un peu de la gauche, s'il en existe une, pour ainsi dire. Étant donné que la gauche est divisée, si je puis dire, sur la question de l'Iran. Nous avons fait une émission avec la professeure Nina Farnia sur l'héritage de l'ayatollah Saïd Ali Khamenei et de la révolution islamique. Des éléments tels que les mécanismes redistributifs au sein de l'État, les bonyades ou fondations d'État, les contrats avec les entreprises publiques, ainsi que l'exploitation minière et les industries liées à l'armée, etc., dont une grande partie est orientée vers le peuple, à la manière d'un État socialiste. Nous avons également évoqué, et vous en avez parlé, le rôle de l'Iran en tant que fer de lance de la résistance anti-impérialiste dans la région. Et n'aurions en peur encore longtemps. Mais il y a aussi des personnes qui se laissent emporter ou égarer par l'usage de la religion, le langage religieux, etc. Et sur les questions de genre, il y a beaucoup de propagande qui circule. Bien sûr, il existe des divisions au sein du mouvement pour l'égalité des genres. Il y a toujours des conflits dans toute société sur la manière dont les femmes perçoivent différentes formes de liberté. Les médias, bien entendu, effacent le fait qu'une large majorité de femmes iraniennes souhaitent porter le voile. Ils passent également sous silence la participation des femmes dans les universités et d'autres espaces publics, qui est peut-être la plus démocratique de la région, et ainsi de suite. Mais j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus à ce sujet. Pourquoi un segment de la gauche, s'ils sont vraiment de gauche, mais qui s'en réclament en tout cas, ne parvient-il pas à reconnaître ces réalités
Et pourquoi ne soutiennent-ils pas la République islamique dans sa lutte contre l'Empire? Eh bien, il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles les personnes qui se disent de gauche, progressistes, socialistes ou communistes dans les pays impérialistes ne parviennent pas à comprendre l'essence de la révolution islamique et la position de l'Iran sur la scène internationale, ainsi que vis-à-vis de son propre peuple. L'une d'elles est tout simplement l'ignorance, le fait de ne pas étudier par eux-mêmes, et donc de se fier aux récits des médias occidentaux. L'autre est bien sûr que notre mouvement, y compris une grande partie de ce qui se dit communiste et socialiste, a des directions qui ont été achetées. C'est un phénomène que Lénine avait déjà dénoncé à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et si vous lisez les écrits de Lénine, puisque je vis dans un pays impérialiste, il est extrêmement important pour moi de comprendre ces dynamiques. Et en réalité, depuis le début de l'opération militaire spéciale, je m'efforce de relire régulièrement les écrits de Lénine datant de la période précédant et traversant la Première Guerre mondiale. Car il travaillait sans relâche pour comprendre et expliquer aux masses la pourriture de la social-démocratie, le chauvinisme des soi-disant communistes et socialistes dans les pays impérialistes. Quelle en était la racine? Il a montré qu'il y avait une racine économique à cela, qu'une partie de la classe ouvrière et de sa direction se faisait acheter. Eh bien, cela a été complètement systématisé. Nous avons une situation honteuse dans ce pays où la plupart des organisations, à part mon parti, qui se disent socialistes ou communistes, y compris le soi-disant Parti communiste de Grande-Bretagne, trouvent une organisation prétendument iranienne derrière laquelle se cacher et disent « Regardez, cette organisation iranienne affirme que tout le monde déteste le régime et que les socialistes doivent appeler à la chute du maléfique fasciste ayatollah. Et, vous savez, la chose la plus importante, c'est le hijab et la liberté des femmes. » C'est fondamentalement de la propagande occidentale. Les organisations auxquelles ils font référence, on peut en réalité regarder ce qu'elles sont aujourd'hui et constater qu'elles sont devenues, pour l'essentiel, des vitrines de la CIA. C'est la réalité. Des organisations qui avaient autrefois une base de masse ont quitté l'Iran et sont devenues des appendices des services de renseignement occidentaux. Et il faut le reconnaître, c'est le rôle qu'ils jouent désormais. Les organisations qui se cachent derrière d'autres, en disant « le parti Tudeh dit ceci » et je ne fais que le répéter, c'est comme si Keir Starmer disait « eh bien Donald Trump l'a dit, donc je devais le dire aussi ». C'est simplement une manière de dissimuler sa véritable nature. La réalité, c'est que toutes ces personnes travaillent pour l'impérialisme britannique. Ce sont des chauvinistes jusqu'au bout. Ils ne prennent pas la peine d'étudier et de comprendre réellement les dynamiques profondes. Et j'espère que tu mettras un lien vers l'émission dont tu as parlé dans les notes de celle-ci, car elle semble vraiment utile pour que les gens puissent la regarder et mieux comprendre. Il y a très très peu de compréhension de l'Iran, de sa culture et de son histoire profonde et ancienne, mais aussi de son histoire révolutionnaire moderne. Je pense qu'à ce stade, lorsqu'il s'agit de la question de la religion, cela déroute vraiment beaucoup de gens. Vous savez, ils confondent souvent l'apparence extérieure de quelque chose avec sa véritable essence. Pour moi, l'essence de la révolution iranienne est anti-impérialiste, et c'est une essence populaire. Comme vous le dites, l'une des choses qui se produisent lorsqu'un grand mouvement contre l'impérialisme émerge dans un pays opprimé, même si l'on ne met pas en place une économie socialiste planifiée, c'est qu'il faut faire beaucoup de choses pour le peuple. Il est impossible d'instaurer un régime d'exploitation qui opprime la population tout en affrontant l'impérialisme, n'est-ce pas? Il faut bien faire quelque chose pour son peuple. La Russie d'aujourd'hui est un pays capitaliste qui doit accomplir de bonnes choses pour sa population afin de la maintenir unie face à l'impérialisme.
Et on observe la même chose avec l'Iran aujourd'hui. Vous l'avez vu avec la Libye. Il existe différentes manières d'exprimer ce programme populaire. Et pour être honnête, sans la pression de l'impérialisme, eh bien, c'est l'impérialisme qui a détruit la plupart des mouvements laïques au Moyen-Orient. Si l'on remonte au milieu du XXe siècle, la direction de tous les mouvements anti-impérialistes, révolutionnaires et de libération nationale dans la région était communiste et socialiste. Que s'est-il passé? Les impérialistes ont noyé ce mouvement dans le sang, ils en ont massacré un grand nombre et ont armé des supplétifs locaux pour exécuter ces massacres. Ainsi, vous savez, l'Iran a connu une révolution anti-impérialiste en 1951. Elle n'était pas dirigée par quelqu'un de religieux. Ce n'est pas que les Iraniens ne fassent que de la religion, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé dans toute la région, lorsque tant de révolutions laïques, de mouvements révolutionnaires et de dirigeants ont été noyés dans le sang et assassinés, c'est que le besoin de rébellion n'a pas disparu simplement parce que la direction et ses organisations avaient disparu. Si l'impérialisme est toujours là, pillant et réprimant le peuple, alors le besoin de résister demeure. Et ce qui s'est produit, c'est que la résistance s'est déplacée dans les mosquées. Maintenant, les impérialistes ont essayé d'en tirer parti. Ils ont pris certains aspects, ils ont tenté d'instrumentaliser toutes les religions à travers le monde. On trouve une version instrumentalisée que les impérialistes ont créée afin de bâtir leur propre force par procuration, n'est-ce pas? Parce que la religion est quelque chose qui peut être manipulé de toutes sortes de manières, comme nous le voyons. Mais de la même manière, lorsque les peuples doivent lutter contre l'impérialisme, si la seule chose qu'ils possèdent est la Bible ou le Coran, ils y trouveront quelque chose qui leur dit « oui, il faut résister à l'oppression, il faut se dresser contre les oppresseurs, il faut riposter, c'est une question de dignité. » Et vous savez, le martyre est quelque chose à embrasser. Eh bien, c'est la philosophie de tout mouvement de libération nationale. Ce n'est pas seulement une affaire religieuse, n'est-ce pas? Les mouvements révolutionnaires du Vietnam et de la Chine comptaient eux aussi des personnes prêtes à se sacrifier pour le peuple, pour la cause plus large, n'est-ce pas? Il est très facile de confondre la forme et le fond. Mais pour moi, l'essence de tout cela, c'est le mouvement révolutionnaire anti-impérialiste qui est resté fidèle à cette essence. La raison pour laquelle la majorité du peuple iranien, malgré toutes les difficultés qu'il a subies à cause de la guerre hybride menée contre lui, les tentatives d'asphyxie économique, les attaques incessantes, le sabotage, les opérations psychologiques, la guerre médiatique, est restée fidèle et s'est même encore plus unie autour du gouvernement et en soutien à celui-ci durant cette période, c'est qu'il voit en lui le représentant de ses véritables intérêts. Être un peuple égal, souverain et indépendant, avec dignité, capable d'utiliser ses ressources pour son propre développement et de se défendre face à toutes les intimidations, menaces et velléités belliqueuses des impérialistes occidentaux. L'une des phases les plus intenses de la résistance à l'impérialisme américain et français au Vietnam a commencé lorsqu'un moine bouddhiste s'est immolé par le feu. Nous allons nous arrêter là, Jyoti. Cette conversation a été très éclairante et je te remercie beaucoup pour ton temps. J'apprécie tes réponses. Ah bien. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause.
Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.